On est là dans un contexte où il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, quoi. C'est-à-dire, toi, tu viens d'un milieu où beaucoup de gens pensent que, voilà, quoi, là-bas, c'est beaucoup mieux, là-bas, c'est la belle vie and everything. Et là, tu viens dans un milieu où tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que ici, c'est l'enfer, donc il faut quitter. Donc, raison pour laquelle on a quoi? On a des pirogues qui partent du Sénégal pour aller en Espagne. On parle aussi de Nicaragua, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Steve, comme je l'ai compris, hein, tu as fait ta formation ici et pas en Europe, pas ailleurs. C'est quoi ta relation avec le Sénégal? Ben écoute, moi je suis arrivé au Sénégal très jeune, hein, j'avais 16 ans et toujours en milieu rural. Et donc le destin a fait que je me suis tourné vers l'agriculture et j'ai été formé donc ici au Sénégal, dans le Saloum plus précisément, juste à côté de Sokone. Donc c'est là-bas où j'ai fait ma première formation dans le milieu de l'agriculture générale. Et après j'ai eu l'occasion de me spécialiser dans plusieurs domaines. Et voilà, c'est un long parcours qui fait aujourd'hui plus de 20 ans et qui fait que je suis là avec toi devant la caméra. Parce que après moi, ce qui me vient en premier, c'est qu'on est là dans un contexte où il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, quoi. C'est-à-dire, toi, tu viens d'un milieu où beaucoup de gens pensent que, voilà, quoi, là-bas, c'est beaucoup mieux, là-bas, c'est la belle vie and everything. Et là, tu viens dans un milieu où tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que ici, c'est l'enfer, donc il faut quitter. Donc, raison pour laquelle on a quoi? On a des pirogues qui partent du Sénégal pour aller en Espagne. On parle aussi de Nicaragua, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais c'est vrai que tout repose, comme on dit ici, Dogalu Yallah. C'est Dieu qui décide, c'est la destinée. On ne choisit pas son destin. Ok? Moi, je suis arrivé ici, au Sénégal, au Togo, au Burkina, au Mali, en 2003. Je n'ai pas choisi de venir. C'est le destin qui a fait que je suis venu. Ok? Mais souvent, je dis qu'aujourd'hui, on est dans une ère numérique où il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et c'est là où on se pose la question de pourquoi la jeunesse sénégalaise en particulier est prête à miser sa vie dans des pirogues ou dans des Nicaragua pour aller voir ailleurs. Alors c'est vrai que l'être humain a envie d'aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est naturel de vouloir aller voir ailleurs. Mais si on se renseigne bien et qu'on regarde vraiment ce qui se passe dans le monde et surtout en Europe, on se rend compte que la diaspora, c'est-à-dire les afro-descendants, en gros les noirs européens, parce qu'il y a des noirs français, il y a des noirs et autres, mais ils cherchent tous à venir en Afrique, Right. et principalement au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un havre de paix dans une sous-région chaotique. Et c'est là où vraiment il faut se poser la question qu'il y a énormément de potentiel ici, et c'est vraiment triste de voir cette jeunesse-là vouloir à tout prix et prêt à payer beaucoup d'argent pour miser sa vie. Et le pourcentage qui arrive à arriver sur place là-bas et qui arrive à faire quelque chose, il est minime. Ouais. Donc, moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre ça, mais bon, on peut le comprendre. On peut le comprendre, on peut le respecter parce qu'effectivement, l'être humain a envie de voyager. Ça, on n'y peut rien. Parce que il y a cet aspect de communication dont tu as parlé un peu plus tôt, parce que avec les réseaux sociaux, etc., on peut te vendre facilement du rêve. Parce que les gens peuvent voir quelques personnes qui ont voyagé et qui viennent réaliser des choses ici. Mais ils ne voient pas forcément, pour moi, les gens qui sont partis et qui n'ont pas réussi là-bas. Sur 100 personnes, est-ce que les gens se demandent combien sur 100 personnes arrivent à s'en sortir vraiment là-bas pour venir réinvestir ici au Sénégal? Et il y a ça, quoi, pour moi. Après, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que soit tu pars en Europe ou ailleurs dans le monde avec un bagage intellectuel de formation et des diplômes pour une mission concrète, soit tu pars dans des filières troubles où tu vas être dans la drogue ou dans la prostitution. Mais si tu pars là-bas sans un bagage vraiment intellectuel, etc., vraiment sur une mission concrète, quel est l'intérêt? Même moi, je suis d'origine française et je vois ce qui se passe aujourd'hui en France, mais les Français eux-mêmes sont fatigués.
avec le coût de la vie, avec beaucoup de choses. Mais il suffit d'allumer la télé pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, quel est l'intérêt de fuir ici pour aller là-bas? En plus que là-bas, le climat fait que quand tu rentres en hiver, là-bas, on ne va pas te dire viens dormir chez moi ou viens manger. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bob, ça bob, chacun pour soi. Donc, il faut prendre les bonnes décisions, bien réfléchir avant. Et, Mais sinon, après, si on reste au Sénégal, tu penses qu'il y a des choses à faire ici? il y a énormément de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout à faire ici. Il y a tout à faire. Il y a tout à développer. Maintenant, ce n'est pas facile. Il faut prendre des risques. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il faut savoir entreprendre. Il ne faut pas tout attendre aussi de l'État ou de qui que ce soit. Il faut aller avec ses idées, oser. Et pour preuve, beaucoup s'en sortent. Et beaucoup arrivent à développer des choses en faisant d'énormes sacrifices. Encore une fois, il faut faire des sacrifices. Mais c'est pas l'argent facile n'existe nulle part. Il y a forcément un prix à payer. Ça, en tout cas, c'est ma vision des choses. Tout à fait. Après, moi, je remarque que beaucoup de jeunes, là, le souci qui revient à chaque fois, ils vont te dire oui, on a besoin de financement, on a besoin d'accompagnement, etc. Et pour toi, de quoi est-ce qu'on a besoin pour lancer son business? Après, encore une fois, tout dépend de quel business il choisit. Moi, dans mon domaine, on parle d'agro-business, on parle d'agriculture. Comme je dis souvent, et je l'ai déjà répété, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Il suffit d'avoir un petit bout de terrain, quelques sous pour payer de la semence ou autre, et après, c'est sa volonté. Comme je dis, on a 2 bras, 2 jambes et sa volonté. Donc, il n'y a aucune raison de chercher des financements extravagants. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Démarrez avec ce que vous avez, avec vos compétences, et les choses viendront naturellement. Il ne faut pas les forcer. Parce que moi, après, quand on me parle d'agriculture, moi qui ai un peu fait l'école, je pourrais penser au tracteur, je pourrais penser à tous ces outils-là et je pourrais me dire automatiquement que ça, c'est un domaine, il faut avoir beaucoup de moyens pour démarrer, quoi. Okay? Donc, comment est-ce que concrètement un jeune qui a des moyens très limités, comment est-ce qu'il pourrait démarrer, selon toi, dans l'agriculture? Encore une fois, dans l'agriculture, pour démarrer, tu n'as pas besoin d'un tracteur, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu peux même louer, tu peux faire beaucoup de choses. C'est une question de volonté. Moi, par exemple, dans la zone dans laquelle je suis, après, entre Mbour et Joal, là-bas, l'eau n'est pas profonde. Comme ici à Dakar, on appelle la zone des Niayes. Tu creuses 2 mètres, tu as de l'eau. Donc, si tu as un terrain de 500 mètres carrés, et pour preuve, tu vois là, en pleine ville, il y a des parcelles non construites, ou même sur le rond-point là, de la Patte d'Oie. Il y a des jardins qui sont là. Tout à fait. Ils ont creusé un trou, ils ont de l'eau, ils ont une parcelle de terrain et ils y vont avec leurs moyens. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'irrigation. Les gars, ils sont avec leurs 2 bras, leurs 2 jambes, leurs seaux, ils prennent l'eau, ils arrosent et ils font leur business. Après, il y a quelqu'un qui pourrait se dire que oui, j'ai pas fait l'école jusqu'à arriver à un certain niveau pour aller travailler la terre, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions à un moment donné. Parce que, encore une fois, quand je dis souvent, on parle d'étudiants chômeurs. Mais qui t'a forcé à faire telle ou telle étude? C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans quelque chose, il faut étudier le potentiel. C'est comme un business. Avant de se lancer dans un business, tu fais une étude de marché. C'est pareil dans les études. Avant de vouloir, par exemple, tu peux faire des études pour devenir médecin. Médecin, on en a toujours besoin. Mais tu veux être informaticien ou je ne sais pas, moi, je ne maîtrise même pas ce domaine-là. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme dans la vente ou quoi aux caisses. Et tu arrives après avec plusieurs années d'études, sans boulot. Tu crois que les gens vont te donner du travail? Ça n'existe pas. Et pour preuve, la plupart qui s'en sortent, ils n'ont aucun diplôme. Moi, personnellement, je n'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme. J'ai juste ma tête. Et des compétences. Oui, mais les compétences, elles s'acquièrent au fur et à mesure. Les compétences ne s'achètent pas. Les compétences, elles s'acquièrent avec le temps. Donc, il faut savoir être patient. Moi, dans mes débuts, j'étais payé 50 000 francs CFA par mois ici. À Diamniadio à l'époque, dans les champs de tomates. Waouh. Mais après, quand tu me dis ça, et que, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Espagne pour travailler dans les plantations, pour recevoir quelque chose. Mais après, je me dis, mais waouh, un Français qui vient au Sénégal pour travailler pour 50 000 francs. Donc, au début, est-ce que vraiment c'était pour l'argent que tu l'as fait? Non, mais c'est jamais pour l'argent au début. Au début, encore une fois, dans n'importe quel domaine,
Tu vois, les gens qui cherchent des stages ou autres, c'est pour acquérir de l'expérience. Parce que tu peux avoir fait une formation dans un domaine quelconque, mais ta formation, tu n'as aucune expérience. Tu dois faire des preuves. C'est ce qu'on appelle le CV. Il faut remplir le CV pour arriver à quelque chose ou même prétendre à vouloir entreprendre dans un business. Et ensuite, acquérir assez de compétences et d'expertise pour bénéficier de financement. Mais tu arrives comme ça du jour au lendemain, tu cherches, on veut de l'argent, on veut ceci, cela, et tu n'as rien prouvé. Donc il faut commencer au bas de l'échelle et doucement, doucement, tu montes les étapes. Tout à fait, tout à fait. Et il y a autre chose aussi, parce qu'on parle de... Normalement, ici, il y a des formations, etc., dans l'agrobusiness, etc. Est-ce que pour toi, un diplôme dans une formation d'agrobusiness, etc., c'est forcément gage de compétences? C'est quoi le rapport pour toi entre diplôme et compétences? Est-ce qu'il y a un rapport? Les compétences, non, parce que le diplôme, on va dire que c'est le savoir théorique. C'est le papier. Et entre le papier et la vraie vie, il y a souvent une grande différence. Ok? Donc forcément, la vie, tu ne l'apprends pas à l'école. La vie, tu l'apprends dans la rue, sur le terrain, dans la réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, n'importe quel type de formation, c'est bien, ça te donne les bases. Et après, forcément, il faut que tu aies de l'expérience dans du réel. Parce que tu peux même apprendre certaines choses dans la théorie qui, en pratique, en réalité, ne correspondent pas. Et après, chaque secteur, chaque environnement a ses réalités. Et il faut savoir s'adapter à tout moment. Tu comprends? Et c'est là où je dis souvent que l'intelligence n'est pas le diplôme, mais la faculté d'adaptation. C'est là où tu vois quelqu'un qui est intelligent ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends totalement. Et moi, j'ai compris une chose essentielle dans ce que tu as dit. Parce qu'au début, tu as dit que tu es venu travailler dans des champs pour 50 000 le mois. Ce n'était pas forcément pour de l'argent, c'était pour des compétences. Et c'est-à-dire pour que vraiment le domaine de l'agriculture commence à te payer correctement. Tu as dû attendre combien de temps? Tu sais, moi, à la sortie de ma formation agricole, à l'époque, j'étais à Pout, à côté de Thiès. Je suis allé voir une maman que je connaissais, qui avait un grand champ, et je lui ai dit, écoute, moi, je sors de ma formation, j'ai pas de terrain. Est-ce que tu peux me prêter un bout de terrain chez toi? Et je vais essayer de faire quelque chose. De valoriser le terrain. Ça, c'était en 2004. Au mois de mai, j'avais semé du gombo. Il n'y avait pas d'eau sur le terrain. Je prenais 2 seaux, tu sais, les bidons de 20 litres là. J'allais à peut-être 100 ou 200 mètres à l'entrée du village, prendre avec la main mes 2 bidons d'eau et je fais les allers-retours pour remplir un barigot de 200 litres. J'avais commencé avec 100 mètres carrés. J'avais mis une tente. Je t'enverrai même la photo. J'avais mis une tente comme ça, tu sais, les tentes de Décathlon, tout ça là. Et je dormais sur place en dessous des manguiers. Malheureusement, c'est l'année où il y a eu les criquets pèlerins qui ont... Oui, je me rappelle, c'était du temps d'Abdoulaye Wade. Il y a les criquets pèlerins, ils ont tout ravagé. Après, je me suis retourné. J'ai cherché d'autres solutions. Tu comprends ou pas? Et tu es resté dans l'agriculture? Ouais, toujours, parce que tu sais, on choisit pas, il y a des choses qu'on choisit pas. Moi, c'est la destinée qui m'a mis dedans. Après, tu sais, moi, je suis assez polyvalent. Je me suis spécialisé aussi avec les eaux et forêts à Pout, dans la production de plants en pépinière. Donc après, j'ai lancé ma propre pépinière. Quand je travaillais pour 50 000 francs CFA, j'étais déjà responsable de famille. Mais je faisais ça aussi pour acquérir de l'expérience et rencontrer des gens. Parce que c'est la relation humaine, c'est ça qui te fait ouvrir des portes au fur et à mesure. Donc de fil en aiguille, il y en a un qui me met chez l'autre, l'autre qui me met chez l'autre, 1, 2, 3, 4, tu comprends ce que je veux dire? Et on évolue comme ça. Mais c'est très très long, c'est une très longue histoire. Là, je viens d'apprendre 2 leçons dans ton parcours. C'est qu'au début, ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est plus une question de compétence et une question de réseau. Je me fais des contacts. Exactement. Ok. Exactement. Et en même temps, je reste patient. Exactement. Ok. Et au début, c'est pas forcément évident que ça marche parce que dans ton cas, tu as eu les criquets qui sont venus ravager ton truc. Exactement. Et tu es resté néanmoins dans ton business, quoi. Aujourd'hui, pour toi, c'est-à-dire, quels sont les plus gros challenges qu'un débutant peut rencontrer dans le domaine de l'agrobusiness? Bon, les plus grosses difficultés, c'est que les domaines de l'agriculture en général, parce que l'agriculture c'est très large.
Tu as le maraîchage, le fruitier, l'élevage, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un métier, comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup de contraintes. Tout seul, tu ne peux pas tout gérer. Donc forcément, tu dois faire appel à d'autres personnes. Et ça, c'est un premier facteur bloquant ici au Sénégal. C'est de trouver des personnes compétentes, de confiance, qui vont te permettre de pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça qu'au début, on dit commencer petit et maîtriser la chaîne de A à Z. Mais tu ne peux pas démarrer avec des centaines d'hectares et tout maîtriser. Donc tu commences avec 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et là, tu maîtrises du semis à la récolte en passant par la commercialisation. La commercialisation. Et après, c'est au fur et à mesure que tu développes ton activité. Et ça, je pense que c'est valable dans toute activité.